En ce jour du 20 août 1917, moi, Karl Heinrich, comte d'Alsberg-Ehrenstein, capitaine de corvette de la marine impériale allemande, commandant le sous-marin U-29, dépose cette bouteille et le rapport qu'elle contient dans l'océan Atlantique, en un point inconnu de moi, mais vraisemblablement situé vers 20 degrés de latitude nord, 35 degrés de longitude ouest, où mon bâtiment gît irrécupérable au fond de la mer. Si j'agis de la sorte, c'est parce que je souhaite informer le monde de certains faits inhabituels. Je ne pourrais le faire de vive voix car il est fort probable que je meure étant donné le contexte aussi dangereux qu'extraordinaire dans lequel je me trouve, contexte qui amenait non seulement à l'irrémédiable naufrage de l'U-29, mais aussi à la détérioration particulièrement désastreuse de ma volonté de faire toute germanique. L'après-midi du 18 juin, comme signalé par radio à l'U-61, alors que nous étions en route pour Kiel, nous torpillâmes le cargo britannique Victory, allant de New York à Liverpool, par 45 degrés 16 minutes de latitude nord, 28 degrés 34 minutes de longitude ouest. Nous autorisâmes l'équipage à quitter le navire en chaloupe afin de filmer un plan dramatique au possible pour les archives de l'amirauté. Le bâtiment coula de manière fort spectaculaire, proue la première, poupe dressée loin au-dessus de l'eau pendant que la coque s'enfonçait à toute vitesse perpendiculairement au fond de la mer. Notre caméra n'en manqua rien, et je regrette d'ailleurs que si belle bobine n'atteigne jamais Berlin. Ensuite, nous coulâmes les canaux de sauvetage à coups de canon avant de plonger. Lorsque nous remontâmes à la surface vers le moment où le soleil se couchait, on retrouva un corps de marin sur le pont. Ses mains agrippaient le bastingage de façon curieuse. Le pauvre jeune homme avait la peau assez mate et était très beau. Sans doute un Italien ou un Grec, mais en tout cas, il faisait partie de l'équipage du Victory. À l'évidence, il avait cherché refuge sur le navire qui s'était vu forcé de détruire le sien. Encore une victime de l'injuste guerre à outrance que ces chiens d'anglais livrent à notre patrie. En le fouillant pour dénicher quelques souvenirs, nos hommes trouvèrent dans la poche de sa veste un morceau d'ivoire très singulier, taillé de manière à représenter une tête de jeune homme coiffée d'une couronne de laurier. Mon officier en second, le lieutenant Kleinze, jugea l'objet très vieux et d'une grande valeur artistique. Il se l'appropria donc. Ni lui ni moi ne parvenions à imaginer comment un simple marin était entré en possession d'une telle chose. Alors que l'on jetait le cadavre par-dessus bord, se produisirent deux incidents qui troublèrent beaucoup l'équipage. Le matelot avait les yeux fermés, mais, comme on traînait son corps jusqu'au bastingage, ils s'ouvrirent en grand. Bien des hommes eurent l'étrange impression que le mort fixait de son regard moqueur Schmidt et Zimmer, qui étaient penchés sur lui. Le maître d'équipage Müller, un vieil homme qui aurait pu se montrer raisonnable s'il n'avait été alsacien, et donc un porc superstitieux, s'emballa tellement qu'il observa le cadavre dans l'eau, et jura qu'après s'être enfoncé un peu sous la surface, il avait mis ses membres en position de nage et était parti comme une torpille vers le sud. Hardigan présente Cthulhu, le mythe, tome 2. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet.